Chers Français, chères Françaises, mes chers amis et collègues souverainistes, chers compatriotes de Corse et des Outre-mer. En tant que présidente des souverainistes, je me réjouis de la démission de Madame Borne ce lundi 7 janvier 2023, il y a quelques jours. Nous avons mis 20 mois, en quelque sorte, à la faire déguerpir, mais nous avons réussi. C'est la victoire de la détermination, de la fermeté et de l'optimisme. Que retenir de sa piètre gouvernance? Plus de 50 lois parfaitement illisibles et impopulaires, 23 49.3 et 31 motions de censure. Un bilan ministériel que je me serais fait un plaisir de moquer gentiment lors de la passation de pouvoir si j'avais eu la joie et l'honneur d'être nommée Première ministre et chef du gouvernement par Emmanuel Macron ce 8 janvier. Malheureusement, le lobby judéo-maçonnique qui dirige en coulisses et en secret le palais de l'Élysée, les médias mainstream et toutes nos institutions républicaines en a décidé autrement. La nomination de Gabriel Attal, qu'on peut qualifier symboliquement de fils politique de Madame Borne, est une très mauvaise nouvelle pour la France et en particulier pour la France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique. Car Attal et Borne partagent de nombreux points communs, même religion, même orientation sexuelle et même idéologie politique. Monsieur Attal est, il faut le rappeler à tous et à toutes, il est juif, homosexuel et socialiste, et ces trois atouts considérables expliquent sa nomination éclair que personne n'avait vu venir. Si Emmanuel Macron pense éradiquer le déclin économique, financier, sécuritaire, migratoire, éducatif et culturel de la France avec une telle personnalité, s'il pense retrouver sa crédibilité auprès du peuple français largement entamé et stopper l'ascension spectaculaire du Rassemblement national lors des futures élections européennes du 9 juin 2024, eh bien, il se fourvoie complètement. La nomination de M. Attal a provoqué l'étonnement et la risée de ses adversaires et surtout de toute la communauté internationale. Et nous savons aussi qu'avec ce remaniement, le cap politique ne changera pas, car le point faible de la Macronie demeure encore et toujours le maintien d'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Les Français et les Françaises, il faut le rappeler, sont extrêmement conservateurs sur la question des mœurs et ils n'apprécient nullement d'être gouvernés par un jeune LGBT de 34 ans, inexpérimenté, immature, marié à un homme qu'il a d'ailleurs nommé à la tête du Quai d'Orsay. Cela s'appelle le népotisme. Monsieur Attal est donc le ministre préféré de la communauté LGBT qui se réjouit de sa nomination et non le Premier ministre préféré de la communauté hétérosexuelle. J'avais prévenu un conseiller proche d'Emmanuel Macron des risques d'une telle nomination. Je n'ai pas été entendue, je n'ai pas été écoutée, car des rumeurs parfaitement nauséabondes circulent déjà dans Paris qui affirment que M. Attal n'est pas seulement le dauphin, le successeur d'Emmanuel Macron et son chouchou, mais plutôt son amant. C'est très difficile pour moi de le dire, voilà. Mais quant à la presse internationale qui aime tant se moquer de la France et de la Macronie, eh bien, elle se gausse elle aussi de ce recrutement. Va-t-on de nouveau être confronté à une nouvelle affaire Benalla? Eh bien, je le crois et je le crains, et c'est un risque politique qu'Emmanuel Macron a pris. Mes chers compatriotes, notre plan de bataille reste donc inchangé, car il nous faut à nouveau agir pour le limogeage de M. Attal. Et ce plan de bataille se fonde sur 3 axes. Action, prière et motion de censure. Nous devons agir chaque jour résolument auprès des parlementaires français pour que M. Attal, qui n'est pas du tout à la hauteur des défis que la France doit affronter, qui n'est nullement par ses mœurs un modèle d'exemplarité pour la jeunesse française, qui n'est nullement l'acteur de ce réarmement moral et civique qu'Emmanuel Macron nous avait promis lors de ses vœux le 31 décembre, M. Attal doit démissionner au plus vite. Le bougisme, le jeunisme et le talent oratoire ne sont pas des gages de compétences. Nous devons imposer au président de la République française un gouvernement de cohabitation, un gouvernement d'union nationale et paritaire,
dirigée par mon autorité souveraine si je suis nommée Premier ministre et chef du gouvernement, et reprendre le pouvoir à Matignon afin de stopper les abus et les dérives de la Macronie, et en particulier les abus et les dérives sur le plan sociétal, sur le plan militaire et sur le plan financier. La loi sur l'euthanasie ne doit pas voir le jour, l'inscription de l'avortement dans la Constitution française ne doit pas voir le jour, la régularisation massive de milliers de clandestins et de migrants ne doit pas voir le jour, le creusement de la dette publique, du déficit commercial et du chômage endémique doit être stoppé, l'ensauvagement des banlieues doit cesser, les aides militaires et financières à l'Ukraine, qui n'est pas membre de l'Union européenne, qui n'est pas membre de l'OTAN, doivent être stoppées pour mettre fin à ce grave conflit qui a débuté il y a 2 ans. La France doit être une ambassadrice de la paix et soutenir de toutes ses forces les artisans de la paix qui œuvrent concrètement à la résolution définitive du conflit russo-ukrainien et surtout du conflit israélo-palestinien qui dure depuis 75 ans. Voilà notre objectif et notre vœu le plus cher, la paix, la paix, la paix et encore la paix en ce début d'année 2024. Quant au gouvernement de M. Attal, il est certes resserré, mais demeure oligarchique, technocratique et parisianiste. La plupart des anciens ministres de Mme Borne sont confirmés dans leurs fonctions. M. Le Maire, Darmanin, Castéra, Fesneau, Lecornu, Dupond-Moretti, Béchu, Retailleau, Berger sont reconduits, c'est-à-dire 11 anciens ministres sur 14, ce qui est énorme. Le capitaine du Titanic a certes changé, mais le cap n'a pas changé puisque 9 ministres sur 14 sont macronistes et adhérents au parti politique Renaissance. Quant aux arrivées inattendues de Mme Dati en tant que ministre de la Culture et de Mme Vautrin en tant que ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, eh bien, ce sont de très mauvaises nouvelles pour la droite républicaine. Madame Vautrin, auprès de qui et avec qui j'ai défilé en 2012 et en 2013, accompagnée de millions d'élus, de Français et de Françaises dans toute la France, dans les rangs de la Manif pour tous, pour dire non, définitivement non à la loi Taubira sur le mariage homosexuel et l'homoparentalité, me déçoit beaucoup, car elle a totalement renié ses convictions personnelles au profit d'un carriérisme politique. Quant à Madame Dati, ex-ministre du 7e arrondissement, au fait c'est quand qu'elle démissionne, que connaît-elle à la culture française? Pas grand-chose, tant le domaine est vaste, infini et complexe. Son projet, bâtir une nouvelle culture populaire pour tous, a suscité l'inquiétude légitime des Français et surtout des professionnels de la culture. Enfin, Emmanuel Macron pense-t-il inaugurer la reconstruction de Notre-Dame de Paris le 8 décembre prochain en présence de tous les évêques de France, accompagné d'Attal, qui est juif, et de Madame Rachida Dati, qui est musulmane? C'est parfaitement insensé. À force de bafouer quotidiennement son baptême catholique et son statut emblématique de chanoine de Latran, par des lois et des nominations contestables, Emmanuel Macron prend le risque un jour d'être excommunié par le pape lui-même. Est-ce cela qu'il vise? Être l'humiliation internationale d'une ex-communion. Mes chers compatriotes, continuons donc à prier, à agir résolument et à surtout pousser nos 577 députés français à voter la prochaine motion de censure afin de dégager au plus vite ce gouvernement parfaitement impie, parfaitement décadent et parfaitement incompétent. Quant à M. Ciotti, il doit cesser son indifférence à l'égard de la droite souverainiste dont je suis la porte-parole et nous devons travailler ensemble, toute la droite, centre et droite comprise, pour finaliser ce gouvernement de cohabitation, ce gouvernement d'union nationale et paritaire que j'appelle de mes voeux, car sinon la droite républicaine va disparaître du paysage politique, tant l'espace doctrinal de cette droite républicaine se restreint comme peau de chagrin entre la Macronie et la dynamique du Rassemblement national. Sachez, mes chers compatriotes, que je suis parfaitement prête à gouverner la France en cas de départ anticipé et inopiné de M. Attal. La liste de mes 30 ministres, 15 hommes et 15 femmes,
tous catholiques, tous mariés, tous hétérosexuels, tous souverainistes, qu'ils soient souverainistes de gauche, du centre ou de la droite, et experts et compétents dans leur domaine d'expertise, et prête mon plus jeune ministre à 40 ans, car je tiens à m'entourer de ministres matures, expérimentés et non de jeunes premiers. Mon futur ministre de l'Instruction publique est comme moi issu de l'école publique et il est comme moi un pur produit de la méritocratie républicaine, et mon futur ministre des Sports est un ancien champion olympique. Quant à ma feuille de route pour les 3 ans à venir, 2024-2027, elle est entièrement rédigée. Mon but est de restaurer la prospérité, la grandeur, la paix civile, la souveraineté nationale et le rayonnement international de la France. La dizaine de conseillers, qui sont de tout âge, mais il y a bien sûr quelques trentenaires, hein, qui m'accompagneront à Matignon si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, en remplacement de M. Attal, est aussi finalisée. Je garderai tout le personnel de Matignon, je tiens à les rassurer sur ce sujet, hormis les petits mignons de M. Attal que je n'apprécie pas. Quelles sont donc les 13 mesures prioritaires que je mettrai en œuvre dès mon arrivée à Matignon si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement? Sur le plan migratoire, arrêt de l'immigration tant légale que illégale, fin des régularisations massives, fin de la binationalité et du droit du sol, afin de restreindre le corps électoral français aux seuls Français et Françaises munis de leurs droits civils et politiques. Moratoire sur les titres de séjour et les demandes d'asile, mise en œuvre à 100% des OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui concerne 400 000 déboutés du droit d'asile et 900 000 clandestins, car la question migratoire est, selon moi, en tant que présidente des souverainistes, la mère des batailles. Sur le plan social, application de la préférence nationale sur le logement social, sur tous les revenus sociaux, RSA, ADA et PUMA comprises, abrogation de la loi SRU d'origine communiste qui oblige les communes françaises à construire toujours plus de HLM et de logements sociaux pour loger toujours plus de migrants et d'immigrés. Sur la question du travail, suppression de l'ensemble des charges sociales et patronales sur l'ensemble des salaires tant privés que publics. Urgente nécessité selon moi pour retrouver le plein emploi et mise en place d'un plan de simplification administrative pour contrer l'embolie législative que dénoncent à juste titre tant d'entrepreneurs. Sur le plan fiscal, baisse massive de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés et suppression de tout impôt sur l'héritage et les droits de succession. Sur la question du pouvoir d'achat et de l'inflation spéculative, eh bien, je souhaite généraliser la TVA à 5% sur l'ensemble des produits et des services et mettre en place un blocage des prix sur 100 produits alimentaires et hygiéniques de première nécessité. Sur le plan écologique et agricole, je souhaite déconstruire l'ensemble des méga-bassines et démanteler les 9000 éoliennes qui enlaidissent nos rivages et nos paysages par respect pour la biodiversité. Et puis arrêter l'embolie législative, normative et réglementaire qui accable et démoralise nos agriculteurs et nos éleveurs français. Je souhaite aussi soutenir le développement de la voiture thermique du futur, voiture thermique écologique qui concerne 40 millions d'automobilistes français et dénoncer tous les accords de libre-échange qui mettent en péril notre souveraineté alimentaire et agricole. Sur le plan éducatif, je souhaite un retour de la méritocratie scolaire dont je suis, je dirais, un pur produit, et le retour des 5 filières historiques du baccalauréat dont l'obtention sera sévérisée. Je souhaite aussi qu'il y ait une obligation d'être baptisé pour s'inscrire dans un établissement privé catholique qui sera subventionné de la même manière que les établissements publics. Et je souhaite enfin la mise en place d'une politique de natalité volontariste et la suppression de toute fiscalité pour les couples français mariés, parents de 5 enfants et plus, car la natalité française est encore en baisse de plus de 7%, avec 622 000 naissances en 2023. Sur le plan sécuritaire, je souhaite démembrer les 500 zones de non-droit gangrénées par le trafic de drogue, gangrénées par l'oisiveté, gangrénées par la prostitution, grâce à la mobilisation de toutes nos forces de police et de gendarmerie. Sur le plan sociétal, 9e proposition, je souhaite abroger la loi Taubira de 2013 sur le mariage homosexuel et l'homoparentalité et abroger la loi Buzyn sur l'obligation vaccinale des 11 vaccins et de la PMA sans père. Sur le plan culturel, je souhaite dissoudre administrativement les 3000 mosquées et associations salafistes
interdire les abattages rituels tant cachers que halal et renvoyer tous les imams étrangers exilés en France en terre d'islam de l'autre côté de la mer Méditerranée. Sur le plan publicitaire, je souhaite faire interdire l'ensemble des publicités multiethniques, que ce soit en affichage, au cinéma ou à la télévision, qui œuvrent concrètement à la propagande délétère du grand remplacement. Sur le plan institutionnel, je souhaite que soient nommés, sur proposition bien sûr et en accord avec le président de la République française, des chrétiens à la tête de toutes nos institutions républicaines et de nos cours suprêmes, le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, le CESE, la Cour des comptes, le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil supérieur de la magistrature et aussi à la tête de l'Ordre des avocats de Paris. Enfin, sur le plan culturel, je souhaite rechristianiser la France à vitesse grand V, car vous le savez tous, je ne suis pas seulement présidente des souverainistes, mais une fervente catholique, et encourager via le mécénat les vocations des séminaristes en finançant sur le budget du futur ministère de la Culture et du Patrimoine la restauration de tous les édifices catholiques en déshérence. Vous le voyez, mes chers compatriotes, le programme politique des souverainistes est clair, net, précis, concret et pragmatique. Nous seuls, les souverainistes, défendons la souveraineté de la France contre les européistes fédéralistes qui, sans surprise, se sont choisis une nouvelle fois un LGBT pour conduire la liste aux élections européennes du 9 juin 2024. Nous seuls, les souverainistes, défendons l'Europe chrétienne des nations souveraines contre l'Europe athée des nations vassalisées, chères aux progressistes. Nous seuls, les souverainistes, défendons la souveraineté du peuple français contre le parlementarisme technocratique qui use et abuse du 49.3. Nous seuls, les souverainistes, défendons l'inscription des racines chrétiennes de la France dans la Constitution française et non l'avortement. Quant à mes détracteurs et mes adversaires politiques qui me reprochent d'être catholique et de revendiquer fièrement ma foi catholique comme un gage de ma droiture et de mon éthique politique, eh bien, je me permets de leur rappeler que je ne suis ni théocrate, ni théologienne, ni intégriste. Je suis une personnalité politique comme eux tous. Et je leur rappelle aussi que De Gaulle était un homme pieux qui allait à l'église chaque dimanche et que sa foi catholique ne l'empêchait pas d'être aimé, estimé, admiré à la fois par la gauche, par le centre et par la droite. Il vaut mieux, me semble-t-il, à la tête de la France, un gouvernement résolument laïque, formé de ministres chrétiens et catholiques, plutôt qu'un gouvernement athée et homophile, sans foi, ni loi, ni moralité. Quant à ma catholicité, elle est résolument traditionnelle et conservatrice. Je crois en une église, une sainte catholique et apostolique, et je n'adhère absolument pas aux valeurs de l'église synodale, progressiste, mondialiste et inclusive défendue par Rome. Je considère que la bénédiction catholique des couples homosexuels, que le mariage des prêtres et que le diaconat féminin sont de parfaites hérésies. Et que j'espère que le Vatican va se ressaisir urgemment s'il ne veut pas, par ses propositions provocatrices, contribuer à la crise des vocations, à la désertion des paroisses et à la fronde légitime des évêques et des baptisés. Mes chers compatriotes, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, je souhaite aussi œuvrer résolument pour la paix, car comme vous le savez toutes et tous, je suis par mon éthique et par mon volontarisme politique une ambassadrice de la paix. La France a une tradition bimillénaire en matière de diplomatie. Sa voix libre, indépendante et souveraine doit être entendue, écoutée par le monde entier. Le conflit israélo-palestinien, comme le conflit russo-ukrainien, a beaucoup trop duré. Nous sommes traumatisés quand nous apprenons le nombre de décès de militaires, de civils, d'adolescents et d'enfants. Le bruit des armes doit cesser et l'art de la diplomatie doit enfin prendre le relais. Sachez, mes chers compatriotes, que je ne suis pas seulement une femme du verbe, une femme d'action, mais aussi une femme de solution. Et je considère qu'à chaque problème politique, il existe une solution politique, une, indivisible et parfaite. Encore faut-il de la foi, encore faut-il de l'intelligence et encore faut-il du pragmatisme pour trouver cette solution idoine. Je considère, en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien,
qu'il ne peut y avoir deux peuples ennemis, deux peuples antagonistes et belliqueux sur une seule et même terre géographique, surtout après le pogrom du 7 octobre 2023. Israël appartient aux Israélites comme la France appartient aux Français ou comme l'Italie appartient aux Italiens. Les Arabo-Palestiniens musulmans n'ont rien à faire sur la terre sainte d'Israël et doivent s'en retourner chez eux urgemment, le plus rapidement possible en terre d'islam. Quant au conflit russo-ukrainien, il ne pourra prendre fin qu'avec la signature du traité de paix juste, légitime, intelligent, proposé par Vladimir Poutine, président de la Fédération de la Russie. Mes chers compatriotes, eh bien, je vous le dis, prions ardemment pour que notre vœu en faveur de la paix, que ce soit en Terre Sainte ou en Ukraine, soit exaucé en cette nouvelle année 2024. Mes chers compatriotes, je vous le propose et je vous le redis, continuons à agir, continuons à prier résolument pour que notre France bien-aimée soit libérée du joug de M. Attal et de son gouvernement qui est parfaitement impie, parfaitement décadent et parfaitement incompétent. Vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France souveraine, entreprenante et résolument chrétienne.